Et on le décode avec Anaïs et Marc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Marc, vous êtes directeur donc, du CRI dans l'Ouest et Anaïs, vous êtes, j'allais dire Anaïste, mais non, vous êtes Anaïs, juriste. Voilà, c'est ça, en droit fiscal au CRI dans l'Ouest. Bienvenue à tous les deux. Anaïs, on commence avec vous, évidemment, d'abord avec une question très très large sur cette mesure de la loi de finances qui a donc permis au département d'augmenter le taux des droits de mutation à titre onéreux de MTO. De quoi parle-t-on? Oui, tout à fait. Alors pour situer le contexte, les droits de mutation à titre onéreux, et plus communément appelé le droit de vente, se décomposent en plusieurs taxes qui profitent à l'État, à la région et notamment au département. C'est là où on parle justement de taxes départementales, dont le taux est fixé à un article du Code général des impôts, 1594D du CGI, qui est compris normalement entre 3,80% et 4,5%. C'est là où la loi de finances intervient à travers son article 116, puisque le législateur a permis à travers cet article de rehausser ce taux et d'aller au-delà des 4,5% sans pouvoir excéder 5%. Ce vote, cette application en tout cas, elle est automatique ou pas? Non, voilà, elle n'est pas automatique. Ce sont les conseils départementaux qui choisissent à travers une délibération qui doit être notifiée. Et chaque département a la liberté totale d'augmenter le taux selon les modalités d'entrée en vigueur, qui sont d'ailleurs très, très particulières. Oui, tout à fait. Alors, chaque département choisit dans la limite des 5%. Effectivement, toujours cet article 116 a prévu des modalités particulières d'entrée en vigueur. On va avoir une frise d'ailleurs. Voilà, effectivement. Alors, je ne vais pas effectivement toutes les détailler, mais on voit que pour les délibérations qui ont été notifiées jusqu'au 15 avril 2025, eh bien, l'augmentation s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification. Ce qui veut dire que pour les départements qui se sont décidés directement en février, eh bien, l'augmentation s'applique déjà depuis le 1er avril 2025. Tout à l'heure, les dates d'application, on les commentera avec Audrey dans la rubrique Actualité. Cette mesure, elle est temporaire. Oui, tout à fait, elle est temporaire donc elle s'applique, elle va cesser de s'appliquer aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er avril 2028 à compter de cette date, le taux qui sera applicable sera celui qui était en vigueur au 31 janvier 2025. Donc ça ne peut pas excéder, c'est 4,5%. 4,5%, grand maximum, oui. Marc, à partir de quand le taux majoré qui aurait été éventuellement voté par le département sera-t-il applicable? Alors cela pose la question de l'application de la loi dans le temps, une question toujours épineuse. En principe, tout contrat conclu après l'entrée en vigueur du taux majoré donnera lieu au paiement de ces droits de mutation plus élevés. Donc systématiquement, si la vente est conclue après l'entrée en vigueur du taux, c'est des paiements de droits plus élevés. C'est systématique. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, en réalité, la réponse est plus nuancée, car l'opération immobilière se décompose en deux temps. On aura un avant-contrat la plupart du temps, et l'acte de vente définitif. Or, on peut constater que l'avant-contrat a été signé avant l'entrée en vigueur du taux majoré, et la vente définitive conclue après l'entrée en vigueur. Et quel acte choisir? Mais les parties peuvent faire prévaloir la date de signature de l'avant-contrat pour demander l'application de l'ancien taux. Ça, c'est possible? Alors, cela dépend très probablement de la nature de l'avant-contrat, toujours des nuances. Si nous sommes en présence d'une promesse unilatérale de vente, qui est l'avant-contrat le plus utilisé aujourd'hui, probablement non, car la promesse unilatérale de vente n'est pas une vente. Or, le fait générateur de l'impôt est la vente. Donc, on retiendra la date de l'acte définitif de vente. Et en cas de promesse synalagmatique, ça peut être un peu plus nuancé encore? On rajoute une nuance? Alors, j'ai plus parlé de nuance, j'ai parlé d'incertitude. La réponse est plus incertaine. Pourquoi? Parce que la promesse synalagmatique de vente, ou encore communément appelée compromis de vente, est une vente. Et on pourrait dire, est-ce que j'ai pas une vente qui existe avant l'entrée en vigueur du taux majoré? Me semble-t-il, pour pouvoir invoquer cela, il faudrait à minima que toutes les conditions suspensives, l'obtention du prêt, l'obtention d'un permis de construire ait été réalisée avant la date d'entrée en vigueur du taux majoré. Qu'elle soit définitive.
que ce soit que la vente soit définitive, parfaite, et puis surtout qu'elle ait date certaine, ce qui supposerait soit que l'acte ait été enregistré, soit que l'acte, compromis de vente, j'entends, ait été passé par acte notarié. Quelle analyse est plutôt privilégiée par les notaires aujourd'hui devant ces imprécisions que vous décriviez? Les notaires adoptent, et me semble-t-il de manière tout à fait légitime, une position prudente et vont considérer que c'est l'acte de vente définitif qui constitue le fait générateur, et on va prendre en compte la date de cet acte pour déterminer le taux qui est applicable à l'opération. Anaïs, je le disais en introduction, il y a une particularité, en tout cas une exception, on va dire, concernant les primo-accédants. Mais c'est quoi un primo-accédant, là, au sens de la loi? Alors, au sens toujours de l'article 116 de la loi de finances, ce sont les personnes qui sont visées à l'article L31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation, et plus précisément au grand 1. Effectivement, et qui acquièrent un bien qui sera destiné à leur résidence principale. Donc, ce grand 1 dont vous parlez à l'instant, là, qu'est-ce qui est dit? Alors, il vise les personnes physiques qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt. Mais comment on le décompte alors, ce délai? C'est pour ça que j'insistais sur l'émission de l'offre de prêt, parce que cet article, il apporte les conditions pour bénéficier du prêt à taux zéro. Il n'a pas du tout été mis en place pour cette mesure d'augmentation des droits. Donc, on pense qu'il faudrait s'adapter quand même à la mesure et considérer que le délai de 2 ans est décompté à partir de la date d'acquisition et non pas à compter de l'émission d'une offre de prêt. Donc un primo-accédant au sens de l'article 116 de la loi de finances que vous décriviez, il ne doit pas nécessairement bénéficier d'un PTZ. Alors, comme la réponse que je viens de vous donner, qui est à nuancer et qui est à donner avec beaucoup de réserves, on pense que un primo-accédant au sens de la loi de finances n'est pas une personne qui bénéficie forcément d'un PTZ, parce que notamment le législateur n'a fait référence qu'au grand 1 de l'article L31-10-3 et non pas au grand 2. Or, le grand 2 pose d'autres conditions, notamment de revenus, pour bénéficier du PTZ. Donc on pense que non. Donc le primo-accédant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une personne qui acquiert pour la première fois un bien. C'est pas le cas. Mais effectivement, puisque on parle de primo-accédant, on pourrait penser que c'est la première propriété, mais visiblement ce n'est pas le cas. On est vraiment sur une courte période de 2 ans, et on pourrait même imaginer une personne qui est déjà propriétaire d'un bien, mais pas de sa résidence principale. Et comment on justifie de cette absence de résidence principale alors? C'est une question qui est actuellement posée via une question ministérielle, mais on pense qu'on pourrait le justifier par tout moyen, et notamment à l'aide d'un contrat de bail ou d'une convention d'occupation gratuite. Et si l'acquéreur a été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années, mais pas en France, en dehors des frontières, je sais pas, aux Maldives ou ailleurs? Alors, on pense qu'il n'y a pas de frontières à cette mesure, mais sous réserve que l'administration fiscale puisse vérifier la notion de propriété, puisque dans certains pays, c'est un petit peu plus compliqué de parler de propriété. Donc, tout dépendra de ça, mais voilà, visiblement, il n'y aurait pas de frontières à cela. Donc, si vous êtes propriétaire d'une résidence principale aux Maldives, visiblement, je vous le souhaite, visiblement, vous ne serez pas un primo-accédant, selon nous en tout cas, au sens de cette loi. Mais il y a une seconde condition qui est posée par la loi de finances, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut donc, en plus de cela, forcément que le bien soit destiné à la résidence principale de l'acquéreur. Mais concernant cette dernière condition, j'ai cru comprendre qu'il existait une sorte de confusion sur l'existence d'un engagement de 5 ans. Racontez-moi ça. Oui, il existe une grosse confusion actuellement sur le sujet, puisque alors ça revient à relire l'article 116 de la loi de finances, qui est décomposé en deux parties, le grand 1 et le grand 2. Après, on a d'autres parties, mais qui ne font pas l'objet de cette question. Et le grand 1 de cet article prévoit une possibilité pour les
pour les conseils départementaux de voter dans le sens d'une réduction ou d'une exonération de cette taxe, en fait, pour les primo-accédants, mais à condition qu'ils s'engagent à affecter le bien à leur résidence principale pendant une durée de 5 ans. Or, là, la mesure que l'on commente aujourd'hui, elle est issue du grand 2 de cet article, dans le petit b de ce grand 2, il y a une exception, il y a l'exception des primo-accédants, en fait. Et dans cette exception, on ne retrouve pas l'engagement de 5 ans. On nous dit juste que le bien doit être destiné à la résidence principale de l'acquéreur. Et si l'acquisition porte sur un terrain, il y a une nuance ? Alors, on se pose aujourd'hui la question de savoir si cette exemption de rehaussement peut s'appliquer pour les acquisitions de terrain. Alors, on pourrait imaginer que oui, puisque l'article L 31-10-3 fait directement référence au L 31-10-2, qui vise non seulement les acquisitions, mais également les constructions de résidences principales. Pour cette raison, on pourrait penser que l'exemption s'applique aux acquisitions de terrain. Merci beaucoup, Anaïs, c'était parfaitement clair.